Bonjour à tous. Et ces maladies, il peut être intéressant d'étudier ces maladies ensemble car il y a beaucoup d'observations qui suggèrent que, à la fois des observations cliniques et génétiques, que ces maladies peuvent être liées, que les mêmes causes peuvent être à l'origine de ces différentes maladies. Et il se trouve que, prises dans leur ensemble, ces maladies sont très fréquentes et ça représente une part de la population qui est presque autour de 2% et plus. Et pour près de la moitié des patients, il n'y a pas de diagnostic génétique. Et c'est là que se trouve vraiment notre grand chantier, essayer d'améliorer cet aspect-là qui touche notamment le diagnostic génétique, car pour près de la moitié des cas, donc voilà, il n'y a pas de diagnostic étiologique, et ça, c'est un gros problème. Donc, en fait, la question que je voulais vous poser, Lydie, c'était si vous êtes là, c'est que sûrement il y a un grand partenariat avec Vincent Cantagrel, c'est ça? Et oui, pour le coup… Oui, je vais répondre. Donc, avec Vincent, on se connaît depuis longtemps. D'ailleurs, on s'était rencontrés la toute première fois à une des réunions avec CSC. Et donc, j'avais fait sa connaissance avec grand plaisir. Et depuis, on a beaucoup échangé, bien entendu, sur les pathologies congénitales du cervelet. Et on a été même plus loin, puisque, en fait, moi, j'étais rattachée auparavant à une unité de recherche à l'hôpital Robert Debré. Mais je trouvais que ça avait vraiment beaucoup de sens qu'on rassemble les forces. Et donc, depuis 1 an et demi, je suis rattachée à l'unité de Vincent Cantagrel pour l'activité de recherche qui relève du centre de référence. Donc, on a encore plus d'échanges, de collaboration. Je suis ingénieur dans l'équipe, je suis ingénieur INSERM depuis maintenant une petite dizaine d'années dans cette équipe-là, suite après un parcours dans d'autres domaines de la biologie. Et moi je suis plus particulièrement en charge justement du côté génétique, de la génétique humaine, c'est-à-dire justement d'organiser les échantillons, la relation avec les cliniciens et ensuite les analyses justement de génétique. Donc on va faire maintenant un petit tour par la plateforme de bioinformatique qui joue un rôle donc clé dans toutes nos analyses et avec notamment l'avènement du séquençage de haut débit de nouvelle génération. Les généticiens ont été face à une quantité de données qu'ils ne pouvaient pas traiter. Donc c'était complètement nécessaire qu'il y ait des outils qui se développent et des spécialistes, des informaticiens qui s'intéressent à la biologie, donc des bioinformaticiens, qui nous aident à traiter ces données et à développer des outils optimisés pour pouvoir identifier donc notamment les mutations en cause des maladies. Bienvenue sur la plateforme Bioinfo. Vous êtes arrivés sur la plateforme de bioinformatique de l'Université de Paris et de l'Institut. Donc en fait, on est une équipe de 10 ingénieurs et en fait, on traite les données génétiques qui sont séquencées soit à l'Institut, soit dans des plateformes sur d'autres plateformes de l'université. Et donc, ces données génétiques, donc elles arrivent en fait, quand elles sortent du séquenceur, c'est des données en gros avec des fluorochromes. Et donc nous, on va les transformer pour pouvoir les lire et qu'elles soient utilisables et interprétables par les chercheurs et les biologistes. Donc une fois que les données ont été traitées, elles sont mises à disposition sur une interface. Voilà, donc en fait la plateforme de bioinformatique met à disposition donc, des chercheurs un certain nombre d'outils. Donc effectivement, on va récupérer les séquences et puis ensuite l'exome, parce que c'est un exome là dont on va parler pour particulièrement. Voilà, donc l'exome, c'est-à-dire uniquement la partie codante du génome, c'est-à-dire ce qui va coder pour un gène. Et ça représente 3% du génome, si je dis pas de bêtises. Donc cette partie-là, on va en fait l'aligner sur un génome de référence pour essayer de détecter justement les variations, donc qu'est-ce qui est différent entre le patient
et le génome de référence. Et comme le disait Vincent, en fait, on va trouver énormément de variants. Et la première chose qu'on va faire donc, dans ce pipeline d'analyse, c'est de filtrer tous ces variants, et en particulier en éliminant tous ceux qui sont très fréquents. Parce que comme on s'intéresse à des maladies génétiques qui sont rares, si ces variants sont trop fréquents dans les bases de variants dont a parlé Vincent, eh ben c'est qu'il y a peu de chances qu'ils soient intéressants. Donc on va réduire le nombre, parce qu'on en a quelque chose comme 50 000 au départ de variants. On va réduire à un nombre plus petit en faisant d'abord un premier filtre sur la fréquence. Je voulais savoir, quand vous recherchez, par exemple, en faisant un séquençage, est-ce que vous avez en parallèle une base de données internationale de tout ce qu'on a pu trouver ailleurs qui va venir, c'est peut-être utopique ce que je demande, qui va venir se croiser avec le séquençage que vous êtes en train de faire actuellement pour vous faire un indicateur? Ou est-ce que non, vous y allez à l'aveugle? Je pose la question. Ce qui est génial, c'est que la réponse, elle est juste là. Elle est juste là. Voilà. Hop, là et là, en fait. Là, vous voyez, il y a quelque chose qui s'appelle CleanVar. Et là, il y a quelque chose qui s'appelle HGMD. Et c'est les petits carrés rouges qui sont apparus là, directement nous ont dit attention, cette mutation a déjà été reportée chez des patients. Donc finalement, très rapidement, on voit apparaître, donc ça fait comme un petit drapeau rouge qui nous dit très vite, il y a d'autres patients décrits pour cette mutation. Donc c'est maintenant, et c'est vraiment la force aussi de cette visualisation, c'est que c'est des outils qui ont vraiment augmenté l'efficacité de l'identification de ce variant qui est perdu autour de dizaines de milliers d'autres variants, et qui permet de faire directement un lien entre ce patient et celui qui a déjà été décrit dans la littérature. Donc c'est un peu la force de cette... Sur une base internationale, c'est ça? Complètement. Et je pense que à la fois CleanVar et HGMD, c'est deux bases de référence dans laquelle, plus ou moins, c'est peut-être pas si évident que ça, mais on peut dire que c'est un effort collaboratif international qui amène à ce que tous les variants soient référencés dans ces bases de données-là. Et nous-mêmes, on a construit aussi une base de données de l'ensemble de nos variants qui ont été découverts ici, de façon à garder une trace de quelle est l'équipe, quand est-ce qu'on a déjà rencontré ce genre de variation. Je vous amène dans le bureau qui regroupe notamment une chercheuse qui est Marion, qui est une chercheuse de l'équipe qui travaille sur cet aspect, donc la modélisation, et aussi de divers étudiants qui sont là et qui vont se présenter, à la fois Sophia, Benjamin et Eva. Et la thématique vraiment abordée par ces 4 personnes est comment comprendre finalement les mécanismes qui, à partir d'une mutation, vont conduire à la maladie. Bonjour. Du coup, notre rôle dans le labo, c'est effectivement de pouvoir démontrer que le gène candidat qui a été identifié par les analyses est bien responsable de la pathologie. Donc pour ça, on doit utiliser des modèles. Donc au laboratoire, on a à la fois des modèles in vitro de cellules en culture et aussi des modèles animaux. Dans notre cas là, présent, pour ce gène-là, on utilise le modèle poisson-zèbre. Je voulais juste savoir pourquoi vous ne pouvez pas accéder à ces tissus. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas les cervelés? Est-ce que c'est parce que c'est impossible d'y accéder? Enfin, techniquement, je n'ai pas compris pourquoi vous ne pouvez pas accéder à... Et qui est une des problématiques essentielles des maladies sur lesquelles on travaille, et qui touche le fait que nous n'avons pas accès quasiment jamais au tissu qui est touché chez les patients. À la différence, par exemple, des laboratoires qui travaillent sur des maladies qui touchent la peau ou le sang, où ils peuvent, chez certains patients, accéder directement au tissu qui est touché. Nous nous heurtons à cette difficulté qui est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans ces cellules et ces tissus sans pouvoir les explorer directement. Et c'est pour ça que nous essayons de trouver des modèles qui vont reproduire et ressembler le plus possible à ces tissus pour comprendre ce qui se passe. Alors oui, une question toute bête pour être certaine de comprendre bien cette histoire de poisson-zèbre. Ça veut dire qu'on a le même patrimoine génétique que le poisson? Alors, on n'a pas exactement le même patrimoine génétique qu'un poisson, mais les poissons sont des vertébrés comme nous. Et donc, on partage quand même un grand nombre de gènes avec eux, ce qui nous permet, dans beaucoup de cas, d'étudier la fonction des gènes chez le poisson pour mieux comprendre leur fonction chez l'homme. Bien sûr, il y aura des différences qu'il faut prendre en compte et bien connaître son modèle pour savoir les limites.
Mais il se trouve que, par exemple, pour le gène PERDM13, le poisson a le même gène et que la séquence de ce gène est très proche entre l'humain et le poisson. C'est souvent le cas pour des gènes qui interviennent dans le développement embryonnaire, qui sont des gènes essentiels, qui sont très conservés, on dit, entre toutes les espèces de vertébrés. En tant que personne concernée directement, on aspire à un rêve qui est celui de pouvoir régénérer le cervelet, quelle que soit la teinte. Mais on en est peut-être à des années-lumière, j'en sais rien. Le poisson, par exemple, lui-même, naturellement, régénère son cervelet. Donc, c'est pas un poisson avec une blessure au cerveau peut réparer son cerveau. Contrairement à nous, ils ont une efficacité de régénération très forte. Donc, si c'est possible chez un poisson, voilà, on peut aussi espérer qu'un jour on pourra aider à la réparation du cerveau. On croise les doigts pour que ça arrive vite.